de la proposition de loi tendant à revoir les conditions d'application de l'article 122-1 du code pénal sur la responsabilité pénale des auteurs de crimes et délits, présentée par Madame Nathalie Goulet et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe Union Centriste, et de la proposition de loi relative aux causes de l'irresponsabilité pénale et aux conditions de réalisation de l'expertise en matière pénale, présentée par Monsieur Jean Sol et plusieurs de ses collègues à la demande du groupe des Républicains. Dans la discussion générale, la parole est à Madame Nathalie Goulet, auteure de la proposition de loi et rapporteure de la commission des lois. Vous avez 10 minutes, ma chère collègue. Monsieur le ministre, Monsieur le président de la commission des lois, Madame la présidente de la commission des affaires sociales, mes chers collègues, le texte qui nous occupe aujourd'hui concerne l'irresponsabilité pénale et la place du fait fautif de l'auteur. C'est un sujet extrêmement délicat qui est aux confins du droit, de la médecine, de la santé. C'est un sujet vraiment extrêmement délicat. Dans cette maison, nous avons beaucoup travaillé sur le terrorisme et cette tendance, on l'a vu dans le débat précédent, à psychiatriser aussi les actes terroristes. D'ailleurs, à la suite d'attaques au couteau multiples en janvier 2020, que j'avais pensé déposer cette proposition, puisqu'on a eu un certain nombre d'attaques au couteau, suivies immédiatement de déclarations d'irresponsabilité des auteurs. Et c'est plutôt ça qui m'avait motivée dans le dépôt de la proposition de loi, plutôt que l'arrêt de la Cour d'appel dans l'affaire Halimi, qui avait eu lieu quelques semaines avant janvier 2020. Et j'avais à l'époque, Monsieur le ministre, pensé dupliquer sottement la règle Nemo Auditour, en me disant, finalement, si les gens se mettent eux-mêmes dans une situation d'irresponsabilité, je bois, je fume, et après j'invoque ces éléments-là pour échapper à ma responsabilité. Et finalement, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis, pas seulement à cause de l'excellentissime travail de Madame l'avocate générale près la Cour de cassation, qui a fait de ce point de vue un travail extraordinaire, et je conseille vraiment à ceux de nos collègues qui ne l'ont pas encore fait de lire les 87 pages de son avis, qui est une dentelle. On n'a pas toujours l'occasion dans cette maison de faire du droit à ce niveau-là. Et franchement, je voudrais, et d'ailleurs le rapport de la commission des lois lui consacre un encadré sur l'excellence de ce travail. Et je voudrais aussi dire à quel point je trouve honteux les attaques personnelles dont elle a fait l'objet. Ceci étant, j'ai changé d'avis, non seulement à cause de ce travail, mais aussi à cause d'une critique très violente dans le Dalloz sur un article qui s'appelait « La turpitude du fou », où précisément cette transposition de la règle Nemo Auditour n'avait pas reçu l'accueil chaleureux que j'aurais pu imaginer. Donc, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis et en réalité, si on ne touche plus au principe de l'article 122.1, qu'est-ce qu'on fait pour les familles ? Qu'est-ce qu'on fait pour les sujets pour lesquels on a des doutes sur l'irresponsabilité ? Comment est-ce qu'on règle cette question ? Comment est-ce qu'on peut finalement répondre aux familles qui sont évidemment dans une situation extrêmement difficile ? Le débat devant la chambre d'instruction a montré ses limites. Il ne s'agit en aucun cas d'une juridiction de jugement, elle ne prononce pas de peine, et en plus, les audiences d'irresponsabilité, même si elles sont longues, comme les 8 heures de l'affaire Halimi, peuvent se tenir en l'absence de la personne mise en examen. Les victimes n'en sortent pas apaisées et non plus satisfaites. Ce genre de procès finit toujours par celui de la justice. C'est la raison pour laquelle notre commission des lois a adopté un texte qui ne modifie pas l'article 122.1. mais qui, en quelque sorte, dans le continuum de la loi Dati de 2008, va ouvrir aux victimes la possibilité d'un procès dans les cas de faute de l'auteur, qui abolit partiellement son discernement. Et en fait, c'est une constance de la jurisprudence, c'est là qu'on a des problèmes, c'est là qu'on a des difficultés. Il ne s'agit pas de juger les fous, mais de savoir qui et comment on juge de l'existence d'un trouble psychiatrique exonératoire de responsabilité. Il ne s'agit pas de juger la folie, mais de repenser, dans les rares cas où la responsabilité pénale est contestée, l'accès au juge au sens de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Et je vous renvoie, monsieur le ministre aussi, en tous les cas vos services, un article tout à fait intéressant de Madame Dervieux, qui est présidente de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Paris, elle est quand même assez bien placée pour ça, sur le besoin du procès
telle qu'elle l'explique. Oui, mais enfin quand même, elle est assez convaincante dans sa démonstration. Et en tous les cas, si vous ne bougez pas l'article 122.1, il faut quand même trouver une solution. C'est celle qui a été adoptée par notre commission. Nous devons donc trouver le moyen le plus juste d'appréhender l'impact du fait fautif sur l'irresponsabilité de l'auteur d'un acte criminel ou délictuel. C'est bien aux juges qu'il appartient de décider de l'irresponsabilité pénale et singulièrement du lien entre le fait fautif et l'irresponsabilité. Dans le prolongement de la réforme Dati de 2008, la commission des lois a donc choisi un renvoi par le juge d'instruction vers les juges du fond, tribunal correctionnel, cour d'assises, lorsque le fait fautif de l'auteur a causé au moins partiellement l'abolition temporaire de son discernement. La cause est nécessairement au moins partielle, car les causes exclusives ne se rencontrent pratiquement jamais. L'abolition du discernement doit être temporaire, car l'abolition définitive du discernement doit continuer d'interdire tout procès. Sans modifier l'article 122.1 du Code pénal, mais au contraire le Code de procédure, nous apportons deux innovations majeures dans notre droit. La première est la prise en compte du fait fautif antérieur sur l'abolition du discernement. La seconde est que dans les cas d'un fait fautif, l'abolition du discernement n'entraîne pas l'irresponsabilité, mais le renvoie vers les juges du fond qui, lui, se prononcent sur l'irresponsabilité et ne pourra pas la reconnaître. J'ai entendu les reproches que les tribunaux correctionnels et surtout certaines cours d'assises ne prononceront pas d'irresponsabilité en cas de fait fautif. Je rejette totalement cette idée qui suppose que les jurés populaires des cours d'assises seraient incapables de juger au cas par cas, comme c'est leur mission. Au contraire, qui mieux que les juges du fond pour placer le délicat curseur de la responsabilité du fait d'un fait fautif et d'une irresponsabilité partielle en cas d'abolition du discernement. Cette solution qui permettra de décider de l'application de l'article 122.1 du Code pénal est celle qui nous paraît offrir les plus grandes garanties au regard des principes de notre droit et faire droit aussi aux interrogations légitimes de l'opinion publique et de donner satisfaction aux victimes. Monsieur le ministre, en 2018, il y a eu 326 cas de non-lieu pour abolition du discernement, 13 495 classements sans suite, soit un doublement des cas motivés par l'irresponsabilité pénale pour troubles mentaux de la personne mise en cause. Ces cas ont doublé de la période de 2012 à 2018. Alors certes, c'est 0,7% de l'activité des parquets, mais c'est quand même pratiquement 20 000 affaires, dont plus de 300, 13 000 et des poussières, plus 13 495, plus 326 non-lieux. Ça fait quand même beaucoup de dossiers classés pour irresponsabilité. Une autre option aurait été de créer une infraction spécifique en cas d'homicide en situation d'abolition de discernement, comme cela existe en Suisse, par exemple, ou en Espagne. En janvier 2020, lorsque nous avons eu le rapport avec le dossier de le débat avec Madame Belloubet sur ce sujet, le débat de contrôle, nous avions demandé ici un travail de la commission qui s'occupe du droit comparé. Donc nous avons cherché, Monsieur le ministre, quels étaient les droits comparés qui auraient pu nous offrir une solution pour la création d'un délit nouveau. Et nous n'en avons pas trouvé. Nous avons essayé d'articuler une infraction nouvelle et le sujet n'a pas été convaincant. Il nous a été impossible et en tous les cas jugé totalement inopportun de créer un délit nouveau. Donc c'est vraiment la solution que la Commission a adoptée qui semble être la plus claire et la plus lisible. Donc par cohérence, la Commission des lois a choisi de prévoir que l'intoxication d'alcool et de stupéfiants constituer un cas d'aggravation systématique des peines et délits inscrites au Code pénal. Et on sait très bien que ces intoxications sont toujours ou très souvent les causes d'irresponsabilité. Je laisserai mon collègue Jean Sol développer l'importante question de l'expertise psychiatrique qui se fonde sur le très important travail qu'il a fait avec la Commission des lois dans le cadre d'un travail commun avec la Commission des affaires sociales. Il vous interpellera, Monsieur le garde des Sceaux, sur l'état de l'expertise psychiatrique, son manque de personnel et de moyens, les difficultés de la condition d'exercice de cette mission essentielle à tous les niveaux de l'instruction et ensuite du jugement. La Commission des lois a cherché...
La commission des lois a cherché, sur la question complète de l'irresponsabilité, à trouver une solution équilibrée, conforme à nos principes et permettant, nous l'espérons, de progresser ensemble. Nous savons que vous êtes en ce moment en train d'élaborer un texte. La commission des lois de l'Assemblée nationale a aussi monté une mission flash sur le sujet. Malheureusement, ne m'a pas auditionné sur cette question. Donc nous sommes dans l'attente, Monsieur le ministre, de votre position sur ce sujet, de façon, comme je l'ai dit, à progresser ensemble. Nous avons aussi sollicité notre collègue Antoine Lefèvre, qui est rapporteur du budget de la justice à la commission des finances, pour qu'il puisse faire un travail plus précis sur cette question d'expertise psychiatrique. Et nous sommes déterminés, Monsieur le ministre, à engager un travail en profondeur sur une amélioration de l'indemnisation des victimes. Le texte de notre commission des lois est clair, il est lisible, il fera l'objet de quelques amendements en séance et j'espère, Monsieur le ministre, que vous pourrez le soutenir et en tous les cas nous donner votre version de l'histoire, car voyez-vous, au-delà du dossier de Madame Halimi, des centaines de victimes attendent que nous réglions le problème de l'irresponsabilité liée à la faute de l'auteur des faits incriminés. Je vous remercie de votre attention.